qui me concerne, je vais vous parler pendant quelques minutes de la question de la protection de la population civile dans le cadre du conflit armé ukrainien. Et bien sûr, impossible de commencer cette présentation sans revenir sur des faits et des images que vous connaissez déjà toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui au 50e jour de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes et les images, toujours un peu plus insoutenables, se multiplient dans les différents cadres que vous connaissez ou dont vous avez forcément entendu parler, que ce soit à Boutcha, où de nombreux civils ont été retrouvés dans les rues, souvent les mains attachées et des balles dans la tête, ou alors dans des fosses communes, que ce soit à Kramatorsk, où la gare a été bombardée et plus de 50 civils ont perdu la vie, ou que ce soit à Mariupol, ville assiégée aujourd'hui, où il y a de très nombreuses victimes, plusieurs milliers. Très certainement, c'est extrêmement difficile à estimer, mais il y a également plus de 150 000 personnes qui sont aujourd'hui bloquées dans la ville assiégée. Donc la caractéristique commune entre ces différentes situations, qui bien sûr ne sont pas les seules, la caractéristique commune, c'est que les civils sont visés, sont victimes, en contradiction flagrante avec les règles et les principes élémentaires du droit international qui doit s'appliquer en temps de guerre. Car oui, il y a un droit qui s'applique en temps de guerre, et donc c'est important de le rappeler, de le savoir et d'avoir un peu une idée de ce que ces principes et règles consacrent. Et mon intervention, en fait, elle va se concentrer autour de trois idées, trois axes. Dans un premier temps, je m'arrêterai sur la question de savoir quel est le droit qui, justement, protège les civils en temps de guerre. Ensuite, je dirai quelques mots sur les protections qui sont accordées et enfin sur les sanctions dans les hypothèses, et on le sait déjà, nombreuses, de violations de ces droits. Donc, premier point, quel droit protège les civils dans un conflit armé international? Alors, ce droit, il est tout à fait particulier, c'est une branche du droit international public en particulier, qui s'appelle le droit international humanitaire, qui s'appelle également le droit des conflits armés. Et ce droit, il regroupe des principes et des règles, à la fois écrites et non écrites, qui s'appliquent donc dans les différents types de conflits armés, qu'ils soient internationaux, c'est-à-dire impliquent deux ou plusieurs États, ou non internationaux, c'est-à-dire qui ont lieu à l'intérieur d'un même État. Et l'objectif de ces règles et principes est de, globalement, limiter les effets des conflits. On dit parfois humaniser les conflits, d'où la terminologie de droit international humanitaire. Alors, peut-être un très rapide rappel historique pour ceux qui ne sont pas familiers de cette branche du droit, simplement pour rappeler que c'est une branche du droit qui ne s'applique que dans les hypothèses de conflit. Ça, c'est important, il ne s'applique pas en temps de paix. Et si aujourd'hui, un des objectifs essentiels de ce droit, c'est la protection des civils, en réalité, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Pourquoi? Parce que, historiquement, les civils ne subissaient que très, très peu les effets de la guerre. Avant le XXe siècle, les guerres avaient lieu sur des champs de bataille qui étaient en général éloignés des villes et des civils, et la conséquence était que les victimes étaient essentiellement des soldats, des combattants, et non pas des civils. Et dans sa forme contemporaine, c'est-à-dire dans sa forme conventionnelle, sous la forme de traité, le droit international humanitaire est né presque d'un hasard, le hasard qui a fait qu'un jour, une personne qui s'appelle Henri Dunant est passée sur un champ de bataille où une bataille venait vraiment juste de se terminer, c'était la bataille de Solferino, et donc qui opposait les armées franco-sardes, notamment à
à la Prusse. Et cette bataille est connue pour avoir fait un nombre de victimes particulièrement important, hein, quasiment 15 000 en une journée. On est en 1859, hein, et Henri Dunant, donc cette personne-là, arrive après la bataille et constate en fait qu'effectivement il y a un nombre de victimes extrêmement important, mais s'il y a un nombre de victimes important, c'est surtout en fait parce que il n'y a rien pour leur porter secours et que la plupart en fait meurent de leurs blessures après après la bataille en tant que telle. Et donc Henri Dunant rentre chez lui en Suisse et quelques années après écrit un ouvrage qui s'appelle Un souvenir de Solferino, qui paraît en 1862. Et dans cet ouvrage, en fait, il a deux idées. La première idée, c'est de dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle des sociétés de secours pour porter assistance aux victimes après les batailles. Et vous le devinez déjà certainement, hein, c'est ce qui va donner naissance au Comité international de la Croix-Rouge ou différentes fédérations de la Croix-Rouge, effectivement, dont très vite, hein, puisque la création aura lieu l'année d'après, en tout cas de ce qui est l'ancêtre du Comité international de la Croix-Rouge, très vite, hein, ces sociétés de secours sont opérationnelles, hein, sur les terrains de conflit. Et la deuxième idée qu'il a est de dire, en fait, il faudrait que les chefs d'État s'entendent pour mettre en place en fait des conventions, des règles qui permettraient de limiter en fait les effets de la guerre. Et c'est notamment ce qui va donner naissance à la première convention internationale. Là aussi, on est vraiment tout près du constat initial, hein, puisqu'en 1864, la première convention internationale sur l'amélioration du sort des blessés dans les campagnes armées est adoptée. Donc, vous voyez, deux idées qui ont un lien, bien sûr, avec notre sujet, parce que les sociétés de secours et aujourd'hui le Comité international de la Croix-Rouge ont des compétences extrêmement précieuses, hein, et importantes en temps de conflit. Et par ailleurs, les conventions internationales constituent des engagements que les États sont censés, alors je dis censés parce qu'on va bien sûr voir quelques exemples où ce n'est pas le cas, sont censés, bien entendu, être liés et respecter les termes des conventions. Donc, vous l'avez compris, au départ, un droit qui protège les combattants. Mais sauf que les conflits vont changer, et notamment au XXe siècle, hein, et les civils vont de plus en plus être l'objet de cibles des attaques. Ça va être particulièrement vrai pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, avec des attaques qu'on appelle sans discrimination, c'est-à-dire des bombardements, pour le dire très simplement, et bien sûr des exterminations de masse ou encore des déportations qui ciblent les civils. Et c'est notamment ce qui va donner naissance à ce qui constitue aujourd'hui, hein, le socle du droit international humanitaire, que sont les conventions de Genève qui seront adoptées en 1949. Alors, s'agissant du principe essentiel de ce droit international humanitaire, donc, qui s'applique en temps de conflit, donc il y en a plusieurs, hein, principes, mais certainement le principe cardinal qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le principe de la distinction entre civils et combattants. C'est vraiment un principe qui doit guider toutes les actions en temps de guerre, et qui implique donc que voilà, autant il peut être légitime au regard du droit international de cibler par exemple des combattants, des soldats, autant il ne sera jamais légitime et jamais légal de cibler des civils. Donc là, c'est vraiment le principe de départ. Et avec une extension qui est que voilà, les objectifs militaires sont légitimes au regard de ce droit qui n'a pas pour objectif d'interdire, hein, la guerre, hein. Il a pour objectif de l'encadrer, de l'humaniser, mais la guerre dans des règles bien posées, elle est tout à fait légitime, et cibler des combattants, des soldats, ça fait partie de la guerre. Et donc, voilà, la distinction aussi bien civile, objectif militaire, elle est essentielle. Évidemment, un hôpital, une école, c'est un bien civil, ça ne doit pas, en vertu du droit international, faire l'objet d'attaques, contrairement à des objectifs militaires comme un dépôt d'armes, par exemple, qui peut tout à fait être considéré comme tel.
Donc, ça, c'est le principe essentiel. Et les objectifs de ce droit international, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, hein, les objectifs, en fait, ils sont doubles. Ils sont très importants parce qu'ils couvrent finalement l'ensemble de cette discipline. Premier objectif, c'est limiter les moyens et les méthodes de combat. Et donc, ça renvoie à l'idée assez simple selon laquelle tout n'est pas permis en temps de guerre. Et la seconde idée, elle tient à la nécessité de protéger les personnes qui ne participent plus ou qui ne participent pas directement aux hostilités. On va très rapidement revenir sur ces deux objectifs parce qu'ils sont importants. Alors, le premier, limiter les méthodes et les moyens de combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire ce que je viens de vous dire hein, très simplement et qui est constant. Hein. Vous voyez, dès 1907, on trouvait déjà cette idée que tout n'était pas permis dans les moyens de nuire à l'ennemi, ce qui a conduit à l'interdiction à la fois de certaines armes et de certaines méthodes. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans tout le XXe siècle. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Le protocole de 1925 interdit, par exemple, à ses signataires l'usage de gaz asphyxiants. La Convention de 1993 interdit les armes chimiques, alors aussi bien la production, l'utilisation, le stockage, etc. Celle de 2008 interdit les armes à sous-munition ou celle de 1997, les mines antipersonnelles. Sachant que pour ceux qui ne sont pas familiers du droit et du droit international, ces conventions ne lient, c'est-à-dire n'engagent que les États qui les ont signées. C'est-à-dire qu'on va en avoir certaines qui sont très largement signées et ratifiées. Exemple, celle de 1993 sur les armes chimiques. Et on va en avoir d'autres qui le sont plus ou moins. Exemple, celle de 1997 sur les mines antipersonnelles. On a environ 160 États qui l'ont signée. Et on va en avoir qui le sont encore moins. C'est l'exemple pour la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions. Et s'agissant des mines, alors, exemple typique, la Russie n'a pas signé la convention de 1997 et c'est notamment ce qui explique qu'aujourd'hui, dans le Donbass, et notamment depuis 2015, on trouve énormément d'explosifs, de mines de toutes sortes et c'est un enjeu, en fait, hein, évidemment extrêmement important. Inutile de vous dire ce que ça implique comme danger pour la population civile. Alors les experts, alors ça vient du gouvernement ukrainien, hein, estiment que dans le Donbass, au début de l'année, il y avait environ 7000 mètres carrés qui étaient concernés en fait par la présence de mines. Aujourd'hui, c'est plus 7000, ce serait 300 000 mètres carrés. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée des tâches et notamment de déminage qu'il y aura à faire dans les années, voire dans les décennies à venir. Et il y a un autre type d'armes qui est prohibé de façon très générale par le droit international humanitaire. Ce sont ce qu'on appelle les armes de nature à causer des maux superflus. Autrement dit, des armes en fait dont les objectifs, dont les effets en fait seraient tout à fait disproportionnés par rapport aux objectifs. On peut penser hein, assez naturellement que l'arme nucléaire rentre dans cette catégorie. Donc, des armes prohibées, mais aussi des méthodes qui sont prohibées par cette branche du droit. Et dans les méthodes, alors il y en a qui sont très classiques, hein, les exemples que je vous ai mis là notamment. Alors la perfidie, c'est un mot un peu désuet, mais qui renvoie à une pratique très classique et encore aujourd'hui très utilisée dans les conflits. C'est le fait d'utiliser en fait la bonne foi de l'adversaire et de se faire passer en fait pour une personne qui devrait être protégée. Exemple, porter l'emblème de la Croix-Rouge. Autre exemple, être en civil alors qu'on est un combattant. Autre exemple, prendre l'uniforme de l'ennemi. Voilà, c'est l'exemple classique de ces méthodes qui sont interdites hein, très classiquement. La famine, bien sûr, c'est un crime de guerre. Hein, affamer
une population. Ça fait partie des techniques assez classiques. Aujourd'hui, une ville comme Mariupol, qui est donc vraiment assiégée avec l'impossibilité de faire parvenir de la nourriture ou des médicaments, on est quasiment dans ce cadre-là. Et globalement, toutes les méthodes dirigées vers les populations civiles sont des méthodes qui sont interdites par le droit international humanitaire. Et donc, ça, c'était le premier axe, hein, donc limiter les méthodes et les moyens de guerre. Le second axe du droit international humanitaire, c'est, vous le voyez, le fait de protéger les personnes qui ne participent plus ou pas directement au conflit. Et là, on en revient à l'origine contemporaine dont je vous parlais tout à l'heure, hein, du droit international humanitaire, c'est-à-dire la protection des combattants qui sont hors d'état de continuer à combattre. Et ici, pour développer un tout petit peu les conventions de Genève que je vous ai citées très rapidement, ces conventions de Genève, en 1949, elles vont tout à fait dans l'idée d'étendre en fait, le nombre de personnes qui sont protégées par ce droit. Et en fait, elles sont au nombre de 4, hein, ces conventions de Genève. On trouve les 2 premières qui sont très classiques et qui sont une actualisation de plusieurs conventions qui ont été adoptées depuis la première que je vous ai cité tout à l'heure, celle de 1864. Et quand on parle d'étendre en fait les personnes protégées, c'est bien sûr le cas s'agissant des prisonniers de guerre, hein, qui font l'objet de la 3e convention de Genève, ou encore de la protection des personnes civiles qui fait l'objet de la 4e convention. Et ces conventions, il est important de rappeler qu'elles sont universellement ratifiées, contrairement d'ailleurs aux 2 protocoles additionnels qui sont venus les compléter en 1977 et qui sont, eux, centrés sur la protection des victimes, que ce soit dans les conflits armés internes ou dans les conflits armés, dans les conflits armés internationaux, ou dans les conflits armés non internes. Alors, ça implique à présent de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne civile dans un conflit. Et ici, le droit international, il répond par la négative, c'est-à-dire on sait ce que ne sont pas les personnes civiles, et ce sont en fait les personnes qui ne sont pas membres des forces armées, d'une ou de l'autre partie au conflit, ni des participants à une levée en masse. Alors une levée en masse, hein, pour information, c'est le fait pour une population qui est soumise en fait à une invasion très rapide et non prévue, donc comme c'était tout à fait le cas s'agissant de l'Ukraine, hein, de prendre les armes pour se défendre en fait de façon très réactive. Mais le principe d'une levée en masse, et puis d'ailleurs c'est ce qui correspond aussi à ce que le président ukrainien a demandé, hein, très vite, hein, le lendemain de l'invasion par la Russie, en appelant en fait, hein, tous les hommes en âge de combattre de prendre les armes. Mais par principe, c'est un statut en fait provisoire, hein, la levée en masse. Le principe étant que les personnes rejoignent ensuite l'armée régulière, et c'est ce qui se passe, hein, effectivement, s'agissant de la situation en Ukraine. Donc voilà pour ce premier axe, hein, et la question de savoir voilà quel était ce droit et très simplement ce qu'il prévoit en fait de façon générale. Deuxième axe de mon propos, quelles sont les protections en fait qui sont prévues s'agissant donc des civils dans un conflit armé international. Alors, on trouve tout d'abord une protection très générale qui ressort de ce que j'ai déjà pu dire et qui découle notamment du principe de distinction entre les civils et les combattants. L'idée, c'est que la protection des populations civiles est générale. Les civils ne peuvent pas faire l'objet d'attaques. Ils sont donc protégés contre tous les dangers qui résultent des opérations militaires. Ça, c'est vraiment l'affirmation générale, et qui renvoie aussi au fait qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'attaques délibérées, ils ne doivent pas être ciblés, et si jamais ils tombent aux mains des ennemis, ils doivent être traités avec humanité. Donc ça, c'est vraiment la protection générale.
Mais à côté de cette protection générale, on va aussi trouver des protections un petit peu plus spécifiques en fonction du statut, de la situation des personnes. Exemple de protection spécifique qu'on va retrouver dans les conventions, les blessés, les malades et les naufragés. Alors, au départ, ces protections, elles étaient prévues uniquement pour les combattants, mais depuis 1977, elles sont étendues à tous ceux qui ne participent pas ou plus au conflit. Et elles prennent essentiellement donc, la forme d'une protection pour les sociétés de secours, c'est-à-dire pour le personnel sanitaire, pour les organisations qui viennent porter secours donc à ces blessés, à ces malades. Autre population qui fait l'objet d'une protection spécifique pendant les conflits, sont notamment les femmes, et avec notamment un accent qui est porté sur la question de la protection contre les violences sexuelles. On sait que c'est un élément extrêmement important dans les conflits. On sait déjà qu'il y a eu des situations de viol collectifs sur des femmes, sur des hommes, sur des enfants qui ont été signalés là en Ukraine. Et on sait également que ce n'est pas une problématique nouvelle, mais les textes prévoient spécifiquement des protections spécifiques, notamment contre le viol ou la prostitution forcée. Troisième catégorie de protection spécifique que l'on trouve, ce sont les enfants. Alors, ils sont protégés, notamment dans la 4e convention, de façon un petit peu particulière, de par leur vulnérabilité. On trouve des protections assez générales qui renvoient notamment au fait qu'ils ne doivent pas être séparés de leurs parents, etc. Et dans le droit international humanitaire, il y a une considération particulière s'agissant des enfants, c'est la question de leur participation au conflit. Alors, ce n'est pas une question qui est spécifiquement qui est alertée s'agissant de l'Ukraine. Ce sont des questions qui sont posées dans de très nombreux autres conflits, notamment dans les conflits armés internes, où très souvent les rebelles font appel à des mineurs pour rejoindre la rébellion. Donc, ce sont des problématiques en fait, que l'on va trouver dans certains conflits, mais il semblerait qu'on ne la trouve pas spécifiquement dans la situation actuelle en Ukraine. Et enfin, un dernier axe s'agissant de ces protections qui renvoie à la question des couloirs humanitaires qui, elle, est une problématique, on a plusieurs fois évoqué la question de Mariupol, une problématique importante. L'objectif en fait des couloirs humanitaires, il est double. Il est bien sûr de pouvoir permettre aux populations civiles qui souhaitent fuir une zone de combat de le faire en toute sécurité, mais ils permettent aussi, ils devraient permettre en tout cas, dans l'autre sens, de pouvoir apporter des vivres, des médicaments et de la nourriture à une population civile qui est assiégée et qui doit rester sur place. Et cette problématique, aujourd'hui, elle est particulièrement forte dans plusieurs villes, notamment à Mariupol, où depuis plusieurs semaines, il y a de nombreuses tentatives de mettre en place des couloirs humanitaires sécurisés. Vous avez peut-être en mémoire la déclaration du président français, grec et turc il y a quelques semaines, qui souhaitait vraiment mettre en place une opération humanitaire exceptionnelle d'urgence à Mariupol. Ce qui n'a pas été possible dans ces conditions-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont quitté Mariupol, il y en a près de 100 000, mais donc dans des convois plus ou moins improvisés, ou alors parfois aussi de façon un peu forcée, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des populations qui ont été dirigées de force vers la Biélorussie ou la Russie. Et donc, un autre élément en fait, qu'il faut aussi avoir en tête sur les couloirs humanitaires, c'est que leur mise en place, mais vous l'avez certainement compris, dépend de la bonne volonté en fait, des parties
au conflit, c'est-à-dire, dit autrement, impossible de mettre en place un couloir humanitaire si la Russie n'est pas d'accord et n'est pas d'accord pour mettre en place un cessez-le-feu et bien sûr pour le respecter, le temps d'organiser, parce que ça s'organise, hein, on a un point A, on a un point B, on a toute une logistique en fait à organiser pour un couloir humanitaire, et sans l'accord des deux parties au conflit, c'est impossible à mettre en place et on sait, hein, il y a des exemples dans d'autres conflits, en Syrie par exemple, où des couloirs humanitaires ont été autorisés, des cessez-le-feu avaient été conclus, mais les couloirs humanitaires en fait se sont retrouvés être des pièges parce que effectivement c'est extrêmement facile de bombarder une population civile dans un couloir humanitaire et ça a déjà été fait notamment par la Russie et ça a été fait aussi pas plus tard que hier en Ukraine où voilà, il y a des véhicules qui ont été visés qui faisaient partie donc des bus qui faisaient partie d'un couloir humanitaire. Il y a plusieurs civils qui ont été tués. Donc, il y a aussi un aspect psychologique très, très fort, c'est-à-dire l'idée de pouvoir, d'avoir la possibilité de fuir, mais en fait d'être prise au piège, c'est évidemment tout à fait dramatique et contraire, évidemment là aussi au droit international humanitaire. Dernier point, troisième axe, une question qui revient de plus en plus souvent. Donc, on assiste à des violations massives du droit international humanitaire. On a évoqué plusieurs types de protection. On a évoqué et bien rappelé le fait qu'il existe un droit, il existe des règles. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si elles sont violées? Et comme là, on sait qu'elles sont violées, quelles sont les conséquences? Alors, bien sûr, la première conséquence en fait auquel on parle, auquel on pense, mais c'est le fait de pouvoir poursuivre les auteurs coupables de ces violations. Ça, c'est évidemment la première réponse, la réponse judiciaire. Et comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible de deux façons. C'est possible à la fois devant la justice pénale internationale et aussi, seconde façon, on en parlera tout à l'heure, devant les juges internes. Alors, devant la justice pénale internationale, deux, trois mots de contexte pour rappeler que ça n'a pas toujours été évident et que ce n'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'idée de poursuivre et de condamner des personnes, des auteurs de crimes particulièrement graves, s'est concrétisée. Alors, elle s'est concrétisée dans un premier temps au travers de juridictions qu'on a appelées spécialisées. Pourquoi spécialisées? Parce qu'elles étaient vraiment consacrées à un conflit en particulier. Donc ça a été le cas bien sûr du tribunal de Nuremberg, du tribunal de Tokyo aussi, et ça a été le cas de façon plus récente dans des conflits comme l'ex-Yougoslavie. Donc a été créé le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie ou encore le tribunal pénal pour le Rwanda, pour ne prendre que ces exemples-là. Et à la fin des années 1990, a été créée une juridiction pénale internationale permanente, cette fois, c'est-à-dire qui était susceptible de s'appliquer quel que soit le conflit. Et cette juridiction s'appelle la Cour pénale internationale et elle a commencé à fonctionner en 2002. Et cette cour, elle est compétente pour juger les personnes donc, qui sont accusées des crimes les plus graves. Ça veut dire qu'elle n'est pas compétente pour tous les crimes, elle est compétente pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Alors, comment est-ce qu'elle peut être compétente, cette cour? Parce que c'est quand même une des questions importantes s'agissant de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle peut être compétente de plusieurs façons. Elle peut être compétente déjà parce qu'un État a ratifié le traité qui a créé cette Cour pénale internationale, qui s'appelle le statut de Rome. Alors, il y a plus de 120 États aujourd'hui qui ont signé ce traité et qui donc partent du principe qu'ils sont soumis à la compétence de la Cour. Sauf que là, première remarque, ni la Russie ni l'Ukraine n'ont signé ce statut.
il y a une autre possibilité pour que cette Cour soit compétente, c'est le fait qu'un État peut faire une déclaration en disant que même s'il n'a pas signé le statut de la Cour, il reconnaît la compétence de la Cour pour des crimes, par exemple, qui pourraient avoir lieu sur son territoire. Et c'est ce qu'a fait l'Ukraine en 2015. Donc la situation a vraiment commencé à se tendre dans le Donbass. Elle a fait une déclaration qu'elle a déposée au greffe de la Cour pénale internationale en disant qu'elle acceptait la compétence de la Cour pour les crimes commis sur son territoire depuis février 2014. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que la Cour pénale internationale est compétente pour enquêter, poursuivre et éventuellement, bien sûr, condamner donc, les auteurs de crimes commis actuellement en Ukraine. Sachant qu'il peut y avoir aussi une autre possibilité, si les deux hypothèses précédentes n'étaient pas remplies pour que la Cour soit compétente, c'est le fait qu'elle puisse être saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une situation. Mais bien sûr, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité, cette hypothèse-là aurait été tout à fait illusoire. Donc, cette Cour, elle est compétente pour juger donc, les crimes les plus graves. Qu'est-ce que c'est en fait que ces crimes? Comment est-ce qu'on peut les définir? Parce que là aussi, on entend beaucoup de choses actuellement dans les médias. En fait, elle est compétente pour 4 crimes. 4 types de crimes. Le premier, ce sont ce qu'on appelle les crimes de guerre. Les crimes de guerre, qu'est-ce que c'est? Pour le dire de façon générale, ce sont les crimes qui rentrent en violation avec toutes les règles et les principes en fait, que l'on a évoqués plus tôt. C'est-à-dire tous les crimes qui touchent la population civile, par exemple, ou les autres personnes protégées, ou qui se traduisent par la destruction de biens civils, par exemple. Donc ça peut être des meurtres, ça peut être des tortures. Voilà. Donc tout ce qui constitue donc, les violations des conventions de 1949 ou des violations graves donc, des lois et coutumes de la guerre. Et donc de ce point de vue-là, si on regarde les faits, on n'est pas juge, ni vous ni moi, mais on peut dire qu'il y a au moins des suspicions très très fortes qu'aujourd'hui en Ukraine, il y ait des crimes de guerre. Ne serait-ce que les images que vous avez peut-être vues encore une fois de cadavres avec les mains liées derrière le dos et une balle derrière la nuque. Évidemment que là, on est dans le cadre tout à fait classique de crimes de guerre. Les situations de viol sont des crimes de guerre. Bien sûr, donc il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, il y ait des dizaines, des centaines, voire des milliers de crimes de guerre qui puissent être identifiés en Ukraine. Second type de crime pour lequel cette Cour est compétente sont les crimes contre l'humanité. Alors, ici, il y a une définition qui est un petit peu différente parce qu'un crime contre l'humanité, c'est un crime qui va viser de façon générale et systématique la population civile. Donc, vous voyez qu'on est là dans une dimension un petit peu plus différente, voilà, en ayant bien sûr connaissance de cette attaque. Le fait de cibler systématiquement des civils, oui, peut être constitutif de crimes contre l'humanité. Donc là, ce n'est pas du tout exclu que des crimes contre l'humanité existent également actuellement en Ukraine. Troisième crime de génocide, alors là, vous en entendez, troisième crime pour lequel la Cour est compétente, on en entend parler parce qu'il y a aussi une guerre un peu des mots en ce moment entre le président Zelensky qui dit mais ceux qui ne reconnaissent pas qu'aujourd'hui il y a un crime de génocide, vraiment c'est pas très bien, ils sont pas très solidaires, etc. Un crime de génocide, qu'est-ce que c'est? C'est un crime qui a vraiment pour objectif de détruire un groupe en tant que tel. Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait cette idée de planification, de destruction d'un groupe, que ce groupe soit national, qu'il soit ethnique, racial ou religieux.
les hypothèses dans lesquelles des génocides ont été identifiés pour l'instant par les juges sont assez rares, et à chaque fois, il y a cette dimension d'intention, de planification et de ciblage vraiment d'une population, d'une ethnie où l'exemple, bien sûr, classique, c'est le génocide Tutsi au Rwanda, où là, il y avait vraiment cette idée de planification et de destruction d'une ethnie. Et le dernier, alors pour lequel, pour l'instant, la Cour n'est pas compétente, parce que dans la déclaration faite par l'Ukraine, le crime d'agression n'était pas visé, mais en tout cas, la Cour pénale internationale est compétente donc pour le crime d'agression, c'est-à-dire la planification, le lancement ou l'exécution d'un acte d'agression qui, par sa nature, constitue une violation manifeste de la charte de l'ONU. Donc, si on était dans des règles de compétences classiques, évidemment qu'on pourrait tout à fait constater qu'il y a un crime d'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Et donc, on dit souvent, et puis vous entendez aussi dans les commentaires, que la justice, notamment la justice pénale internationale, est lente. Alors c'est vrai, elle a beaucoup de défauts. On parlera peut-être dans les questions que vous poserez. Mais en tout cas, là, elle a été assez réactive, parce que le 2 mars, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé qu'il ouvrait une enquête. Et on sait que très vite, il y a eu des personnes, du personnel du bureau du procureur qui se sont rendus sur place pour commencer à enquêter sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc la justice internationale, donc pénale internationale. Et deuxième et dernier axe pour poursuivre les criminels de guerre, donc devant les juridictions internes, c'est-à-dire en premier lieu et surtout en fait devant les juridictions ukrainiennes. Et effectivement, très vite, la procureure générale, les différents procureurs en Ukraine ont commencé à enquêter, à investiguer sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, au bureau du procureur, il y a presque 5000, pour ça je vous parlais de milliers tout à l'heure, 5000 crimes de guerre présumés qui sont répertoriés actuellement. Autre possibilité, devant les juridictions d'autres États que l'Ukraine. Ça, c'est également possible par ce biais-là de poursuivre des criminels de guerre. Et là, on a également deux possibilités. Première possibilité, poursuivre des criminels en fonction de la nationalité de la victime. Exemple, la France a ouvert plusieurs enquêtes pour crimes de guerre commis contre ses ressortissants. Voilà. Il y a 4 enquêtes qui ont été ouvertes donc pour les poursuivre. Il y a des enquêteurs qui sont sur place. Et deuxième possibilité, donc au-delà du fait de poursuivre les auteurs de crimes contre ses propres ressortissants, il y a également un mécanisme en droit pénal à la fois national et international qui s'appelle la compétence universelle, qui permet de poursuivre des auteurs de crimes indépendamment de leur nationalité ou du lieu en fait où a été commis le crime. Et là, on sait qu'au titre de la compétence universelle, il y a déjà plusieurs États, dont l'Allemagne ou l'Espagne, qui ont lancé des procédures en ce sens. Et par ailleurs, et je vais terminer parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Par ailleurs, on peut également relever qu'il y a d'autres initiatives pour lancer des enquêtes et pour recueillir des preuves. C'est ce qu'a fait par exemple le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, parce que effectivement, aujourd'hui, pour que la justice, qu'elle soit interne ou internationale, puisse, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas
puisse, le moment venu, être rendu. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la collecte d'éléments de preuve. Ça, c'est absolument essentiel. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus facile dans une certaine mesure que dans d'autres conflits, comme par exemple le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Les techniques le permettent davantage. Les preuves de photos satellites, de portables permettent de récolter un nombre extrêmement important de preuves, voilà, qu'il faudra instruire, encore une fois, pour qu'un jour la justice passe et que la vérité judiciaire passe aussi et permette vraiment de revenir et de poser en fait des mots sur des faits qui sont contestés, on le sait, systématiquement par la Russie. Merci pour votre attention.